Since 2012, we have made the popularization of national public policies a priority. Public institutions, decentralized local authorities, private companies, development partners, and thousands of citizen customers meet every year to discuss major issues, notably in terms of improving the living conditions of populations. From the 18th to the 24th of July 2021 in Yaoundé, the 10th edition of the Fair and Government Action will focus on the challenges of the 2020-2030 National Development Strategy in all sectors. SAGO 2021 program, exhibition, public conferences, and meetings. For more information, contact the Event Management Agency Mon Communicateur on 677-886322 or on www.sago.cm. 2020. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. De vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun, Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hotel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. Vous souhaitez développer votre potentiel pour servir votre pays? Vous vous sentez l'âme d'un futur leader et décideur? Dès aujourd'hui, postulez pour devenir sénateur junior, ambassadeur junior, député junior et diplomate junior des Nations Unies. Depuis 9 ans au Parlement junior du Cameroun pour les Nations Unies, nous formons la nouvelle élite qui va construire et diriger le Cameroun émergent de demain. Si vous êtes ambitieux, saisissez cette opportunité. Postulez dès maintenant pour devenir parlementaire junior du Cameroun pour les Nations Unies. Infoline 672 31 31 54 656 27 86 58 www.acnu.cm. C'est le moment! Avec StarTimes, profitez dès aujourd'hui du meilleur de la télévision numérique. Le décodeur HD est à seulement 1000 francs avec parabole offerte. Oui, 1000 francs CFA. Plus de 160 chaînes en français et en anglais. Les meilleurs programmes télé au rendez-vous. Des films, des novellas, de l'information, de la musique, des dessins animés, les plus grands championnats de foot et surtout les matchs de l'Euro. Rendez-vous dans nos points de vente ou contactez-nous 654 800 800 655 111 111. StarTimes. Changer de vision. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur BNews 1. C'est Obama Time, première livraison de la semaine et aujourd'hui, on parlera d'économie avec notre invité qui est le professeur Ngoua Tabi. Il est chef département de l'économie internationale et du développement à l'université de Yaoundé 2. C'est à soi. Avec lui, on fera le tour de l'économie camerounaise post-Covid. On parlera notamment de la SND 30. On reviendra sur le DSCE. On parlera également de la question de la dette du Cameroun. On évoquera toutes les questions liées à la dette. On parlera bien évidemment des soldes non décaissés. On évoquera la question de l'importance même de la commission de la dette, à quoi elle sert réellement. Et puis on parlera du rôle de la diaspora. Peut-être le temps de dire bonsoir à notre invité. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ernest. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Ça a pris un peu de temps pour que je vienne découvrir vos installations. Mais comme je vous ai dit, j'étais au travail avec mes équipes.
Merci d'être avec nous. Vous venez de livrer votre dernier ouvrage, c'est un ouvrage collectif, État développementiste, c'est bien ça, camerounais, État développementiste sud-coréen. Comment réussir la transformation structurelle? Vous nous en parlerez tout à l'heure. Allons d'abord prendre le sommaire qui a été préparé par Agathe, jolie Agathe Binon, qui nous parle donc de ce qui sera au menu de l'émission ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pris dans les taux de la dette contractée auprès des organismes de la finance internationale, le Cameroun ne cesse de multiplier les stratégies qui pourraient à la fois garantir le remboursement des crédits et favoriser le développement économique du pays d'ici à 2030. Et c'est de cette dernière approche que naît le document intitulé « La stratégie nationale du développement du Cameroun 2020-2030 » en abrégé la SND 30. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire MINEPAD, désigné comme l'instance ayant la lourde responsabilité de planifier le développement du Cameroun, a récemment rendu la copie du dit document au Premier ministère pour validation du projet. En 4 points, il revisite les défis qui attendent le Cameroun et propose des pistes de solutions pour sortir de cette impasse économique. Au moment où le pays coule sous la vague du Covid-19, le document sur la stratégie nationale de développement élaboré et pensé même avant ce scandale financier, sera-t-il, ou mieux, pourra-t-il être la boussole qui guidera le Cameroun dans ce lourd chantier engagé pour la relance économique post-Covid? Ce soir, entretien exclusif avec le professeur Ngouatabi. Ernest Obama revient sur la SND 30, la relance économique au Cameroun à l'heure du Covid-19, mais aussi comment la diaspora peut-elle contribuer à améliorer l'économie du Cameroun. Excellent moment de partage sur le plateau d'Obama Time. Je rappelle que ce soir, nous serons toujours comme par le passé méthodiques parce que nous voulons vous permettre de retenir quelque chose à la fin de ce programme. On parlera donc d'abord du DSCE, de comment est-ce que la transition s'est opérée entre le DSCE et la SND 2030. Et puis nous évoquerons la question de la relance économique après le Covid ou la Covid-19 au Cameroun. La dette et d'autres sujets seront évoqués au fur et à mesure. Professeur, parlons d'abord de l'avenant, ou bien l'avènement, si vous voulez, l'arrivée de la SND 30. Certains estiment qu'on n'a pas suffisamment fait le point, le bilan du DSCE. Est-ce que c'est votre avis? Ah non, pas du tout. Je crois que le bilan a largement été fait. D'abord, il faut vraiment être honnête. La SND 30 a fait un travail formidable. Ils ont commencé par faire le bilan et le diagnostic froid du DSCE. C'est-à-dire, c'est vraiment à l'entame de la SND 30 pour ceux qui ont document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Donc, ils ont commencé par d'abord faire le bilan de ce que ce document a pu produire durant les 10 ans où il a été implémenté. Et donc, ceux qui ont déjà vraiment lu la stratégie nationale de développement 2020-2030 vont voir que tout au début, c'est ce diagnostic qui est fait. Mais c'est pas que la SND 30 qui a fait ce diagnostic. Et la SND 30, c'est les équipes du ministère, la direction de la planification, qui ont donc fait ce diagnostic sans complaisance. Mais à l'université de Yaoundé 2, nous avons aussi fait ce diagnostic bien avant la SND 30. Et ce diagnostic, à travers les équipes thématiques de recherche de l'université de Yaoundé 2, ont produit un ouvrage qui a servi à la rédaction de la SND 30. Et cet ouvrage, c'était document de stratégie pour la croissance et l'emploi, comment atteindre une croissance à 2 chiffres. Et évidemment, là-dedans, nous avons aussi fait un diagnostic sans complaisance du DSCE, où nous expliquons déjà que les fondamentaux qui sous-tendaient le DSCE, même si ça n'existait pas dans ce document, ces fondamentaux-là étaient des fondamentaux des années 30, c'est-à-dire... Dépassé caduc parce que ça s'appelle la grande poussée, c'est-à-dire une stratégie où vous lancez un développement tous azimuts, quasiment dans tous les secteurs, quasiment au même rythme et quasiment au même moment. Un tel déploiement, ça n'existe nulle part dans le monde en dehors de 2 pays qui ont largement été soutenus, à savoir la Corée du Sud et Singapour. Et le temps vous donne raison puisque le DSCE, on peut dire, les résultats sont mitigés, mi-figue, mi-raisin. Eh oui, c'est mi-figue, mi-raisin, mitigé. Le taux de croissance qui devait être atteint n'a pas été atteint.
certaines choses avaient été forcément oubliées d'être prises en charge, et en l'occurrence la survenance des multiples chocs qui perturbent l'économie. On avait cru qu'on était dans un océan très tranquille où on pouvait déployer notre programme sans coup férir, mais malheureusement plusieurs chocs sont intervenus et du coup nos espérances n'ont pas été atteintes en fonction de ce qui était prévu dans le DSE. Il y a entre autres ces chocs, mais il y a aussi d'autres problèmes bien entendu. Lesquels? Évidemment les problèmes de gouvernance. Donc les problèmes de gouvernance ont aussi fait que le DSE, les projets qui ont été lancés par exemple, n'ont pas pu être terminés jusqu'à présent. Et c'est la première des choses à faire même dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Terminer d'abord tous les projets qui ont été lancés par le DSE. Si vous prenez l'autoroute des Yaoundé-Douala, c'est pas terminé. Si vous prenez les infrastructures liées à l'énergie électrique, c'est pas terminé, c'est plus ou moins terminé, pas terminé, ou alors il manque des phases. Si vous prenez des programmes comme des programmes Agropole, je crois qu'ils sont en train de l'évaluer actuellement, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Donc forcément, les leçons tirées du DSE vont permettre à la SND 30 de bien démarrer. Et je crois savoir que tous les préalables qui sont d'abord posés sur la table pour que la SND 30 démarre sont vraiment importants. Il y a des préalables administratifs, il y a des préalables réglementaires et il y a même des lois de planification à voter pour que la SND 30 démarre. Ça veut dire qu'on a tiré les leçons de la mise en œuvre du DSE où il y avait d'énormes problèmes de coordination parce que les projets étaient lancés dans chaque ministère sans coordination et évidemment il y a donc eu beaucoup de projets qui ont été lancés sans cette coordination. Il y a donc eu une dispersion et en plus de la dispersion, ça a nécessité beaucoup de financement. Et vous savez, beaucoup d'argent, il nous en faut. Et finalement, une dispersion des projets avec beaucoup d'argent engagé, ça fait que qui trop embrasse, mal étreint. Les projets ne sont pas terminés. Les projets sont lancés mais pas terminés. Et donc, forcément, c'est pas connecté au circuit de production. Et comme c'est pas connecté au circuit de production, il n'y a pas la dynamique attendue pour que l'économie soit robuste et créer des effets multiplicateurs qui vont donc créer de la richesse. Donc, il faut que ces projets soient terminés, connectés au circuit productif pour que ça prenne l'économie prenne du tonus, de l'amplitude et que la richesse soit créée. Et l'effet multiplicateur, c'est que lorsque un emploi est créé, on gagne un salaire, on consomme, on aide sa famille et vous voyez que celui qui produit va produire plus parce qu'il y a plus de consommateurs et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle l'effet multiplicateur. Donc, le DSE, les leçons sont tirées par les dirigeants eux-mêmes parce qu'ils ont tiré ces leçons-là sans complaisance, mais les universitaires avant ça avaient tiré la sonnette d'alarme, ont vraiment tiré des conclusions, ont proposé des solutions en demandant qu'on aille vers la transformation structurelle. Et je peux vous dire que à Yaoundé 2, nous sommes satisfaits de ces travaux que nous avons menés et qui ont été retenus par les décideurs. Et maintenant, l'axe clé de la SND 30, c'est la transformation structurelle. Qu'est-ce qui garantit le succès de la SND 30? Le succès de la SND 30, je viens de vous dire, à lire et à voir. C'est vrai qu'on a reconnu les erreurs du passé du DSCE, mais oui, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. On parlait tout à l'heure des problèmes de gouvernance. Ils seront toujours là, ce sont les mêmes hommes qui sont à la manette. Maintenant, il y a donc des préalables qui sont posés. Et dans le journal que le ministère de l'économie et de la planification a sorti cette fin du mois, eux-mêmes ils reviennent largement dessus. Les premiers préalables sont administratifs et d'ordre réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines lois qu'il va falloir revoir avant de commencer la mise en œuvre du DSE. Ces lois-là doivent amener à une concordance des politiques sectorielles. Quelle loi, par exemple? Je les connais pas tous, je les maîtrise pas toutes ces lois-là, mais je sais qu'elles doivent conduire à une concordance des politiques sectorielles. Le défaut du DSE, c'était que chaque ministère lançait ses projets sans cohérence. Mais il faut donc une cohérence des politiques sectorielles maintenant. Ensuite, et là, il faut une grande loi programmatique de la planification de mise en œuvre du DSE qui doit être votée. Elle n'est pas encore votée. Donc pour moi... Elle n'est pas votée alors que le DSE... la SND 30. SND 30, c'est lancé déjà, il me semble. Oui, c'est lancé parce qu'il y a certains programmes qui sont déjà mis en œuvre. Par exemple, vous voyez, le gouvernement insiste sur l'import-substitution. C'est un volet bien retenu dans la SND 30. Donc, le temps d'apurer tout ce qui est administratif et réglementaire, parce qu'il faut remettre de la discipline, de la cohérence. S'il n'y a pas cette cohérence,
la mise en œuvre de la SND 30 va être très difficile. C'est pour cela donc que nous avons poursuivi les travaux à Yaoundé 2 avec ce deuxième ouvrage qui est déjà en lice et qui est terminé, qui porte justement sur l'état développementiste camerounais versus l'état développementiste sud-coréen. Comment réussir la transformation structurelle? Et là-dedans, nous proposons déjà encore de multiples solutions qui vont permettre de prendre une bonne direction pour pouvoir réussir la transformation structurelle. Donc, les préalables qui sont posés pour moi aujourd'hui vont dans la bonne direction. C'est-à-dire, il faut une loi programmatique de la planification de la mise en œuvre du DSE et il faut des lois réglementaires pour qu'il y ait une cohérence des politiques sectorielles. S'il n'y a pas cette cohérence-là, et ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a cette cohérence, on a l'unité technique qui est le ministère de l'économie qui va donc. Ça veut dire en gros que les projets devront tous passer par là. Ensuite, vous ne pouvez plus mettre en œuvre un projet sans passer par l'unité technique. Et il y a une unité de coordination qui est assurée par le Premier ministre. Et je crois que c'est tous les 3 mois qu'on doit produire des rapports, un suivi-évaluation de tout ce qui est mis en œuvre. Donc bref, on ne va plus laisser le temps s'écouler sans savoir ce qui est fait, sans savoir ce qui est dépensé. Tous les trimestres, on doit nous faire le compte rendu de ce qui est fait, de ce qui est dépensé. Et à ce moment, s'il y a un problème, on peut bien redresser la barre. Il ne faut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour commencer à faire une évaluation. Dans l'un des piliers de la SND 30, c'est bien comme vous le rappeliez tout à l'heure, la transformation structurelle de l'économie nationale, le développement du capital humain et du bien-être. Sauf que, pour ça, quand on vous écoute, on est optimiste, mais les problèmes, ils demeurent. Il y avait bien un comité de compétitivité au ministère de l'économie lorsque de nombreux projets ont été acceptés et on connaît le résultat. Je vous proposerai tout à l'heure de regarder le reportage sur les éléphants blancs au Cameroun. Et votre optimisme nous laisse un petit peu, on va pas dire béat, mais sceptique quant à la réussite que vous annoncez de la SND 30. En fait, si tous ces préalables sont respectés, c'est vrai qu'il faut vendre de l'optimisme et ça fait vivre. Si tous ces préalables sont respectés, je crois qu'on est en train d'aller vers la bonne direction. Et ensuite, il faut questionner, et ça c'est aussi acquis, toutes les politiques publiques, surtout au niveau décisionnel. C'est-à-dire, il va falloir vraiment aller vers la spécialisation administrative au niveau des instances qui prennent des décisions multisectorielles. Parce que ces instances étouffent. Et puis, avec ces instances étouffent, parce qu'en réalité, vous avez plusieurs niveaux de décision et des instances qui se ressemblent, des doublons, des triplons, qui font quasiment la même chose avec des subventions de l'État et qui finissent par paralyser l'action. Et donc, le questionnement des politiques publiques est aussi posé là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un gros travail entre 1, 2, 3 ans pour que la SND 30 prenne la vitesse de croisière. Mais en attendant, ils vont appliquer certains éléments comme l'impôt substitution à l'intérieur. Donc, je suis encore en train de dire que c'est ça les préalables. S'il n'y a pas ces préalables, on va relancer des projets à Ou et à Dia sans arriver à des solutions ou alors sans pouvoir les terminer. Il va falloir une coordination forte de la mise en œuvre de la SND 30 et il ne faut pas qu'il y ait une dispersion de la mise en œuvre des projets pour qu'on se retrouve avec des projets parfois démarrés, parfois pas terminés ou alors plus ou moins terminés ou alors n'ayant pas du tout de sens. Je vous suggère de regarder d'abord le reportage qui a été diffusé hier sur notre antenne et qui revient sur ces projets qui ont été annoncés avec triomphe, mais malheureusement qui sont aujourd'hui des éléphants blancs qui n'ont pas été réalisés. C'est sur la plume de Delphine Asiga. C'est dans ces grandes herbes du site d'Akak et Satolo, à Ebolova, que repose 18,825 milliards de francs CFA. Un argent destiné à la mise sur pied de l'usine de montage des tracteurs agricoles dans le chef-lieu de la région du Sud. Un vœu cher au chef de l'État qui souhaite mettre à profit les atouts des terres de sa région natale. Livré après le comice agro-pastoral de 2011, l'état actuel de cette importante structure donne froid au dos. C'est plus de 500 tracteurs qui sont abandonnés. Pire encore, toutes les composantes de l'usine, du bloc administratif à la chaîne d'assemblage des tracteurs, passant par la cantine et la cabine de peinture, sont dans un état de désuétude avancée.
Si ce joyau qui avait tout pour être une fierté nationale est aujourd'hui une usine fantôme, cela se justifie par le fait que l'équipe dirigeante a déserté les lieux après l'assemblage des 1000 premiers tracteurs et leur distribution. Un autre éléphant blanc, et pas des moindres, c'est la naissance de la société de transformation industrielle de manioc à San Melima. Plus de 5 ans après, aucune tubercule ne transformée en sémoule ou en amidon, mais plutôt des installations qui vieillissent sans jamais avoir servi. Le projet n'a pas eu la chance de faire ses premiers pas à cause des luttes intestines entre les élites locales. 2 directeurs généraux pour la gérer. La société, créée pour résorber les problèmes de développement et de chômage des jeunes, est un rêve abandonné dans la broussaille du quartier Ngulmongong à San Melima et qui a coûté à l'État du Cameroun la somme de 2,5 milliards de francs CFA. Tout comme l'usine de montage des tracteurs de Bolova et la société de transformation industrielle de manioc de San Melima, le barrage de Mekin est tout aussi un projet foireux. Confié à la China National Electric Engineering Corporation en 2010, la réception de l'ouvrage était annoncée pour 2014. Considéré comme le plus petit des projets structurants de première génération relatifs à l'énergie électrique, la région du Sud en particulier et le Cameroun en général restent dans l'attente des 15 MW d'énergie électrique de cet autre échec cuisant qui a déjà englouti 34,5 milliards de francs CFA. Le chef de l'État Paul Biya, dans sa politique d'industrialisation du Cameroun, a pourtant pris l'engagement de doter sa région d'infrastructures et sociétés de développement agricole afin de sortir le sud du pays des carcans de la misère industrielle dans laquelle il est trempé. Des projets nobles qui étaient sans compter sur les comportements mafieux de ses collaborateurs. Pour ça, vous avez suivi le reportage, mais avant, peut-être une question, parce que quand on parle de DSCE pour le Camerounais lambda, c'est un peu savant, mais il faut qu'on lui explique que le DSCE était l'enveloppe dans laquelle on retrouvait les grandes réalisations annoncées par le chef de l'État, les projets structurants. Régulièrement dans le discours du président, on a entendu Lompanga, Mbalam, Mekin, et puis ces autres projets, on parlait tout à l'heure de l'usine des tracteurs je crois que c'était Ebolova, l'usine de manioc de San Melima. Le port en eau profonde de Kribi a été construit pour une seule raison, c'était pour permettre qu'on puisse transporter le fer qui partirait d'Mbalam, et le projet aujourd'hui en veilleuse. Alors on peut rester, est-ce qu'on peut être inquiet si les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets? C'est le même gouvernement qui est en place. Ce sont les mêmes ministres qui ont peut-être changé de portefeuille ministériel. Pourquoi aujourd'hui on peut croire à la réussite de la SND 30 si les mêmes personnes sont là et qu'ils continuent à travailler de la même manière? Là, il faut analyser les faits. Il faut analyser les faits tels que vous les présentez. Oui, on peut faire. Mais si vous analysez les faits, lorsque nous atteignons le point d'achèvement de l'initiative PPTE, dont on a la réduction de la dette, le Cameroun, je le dis souvent, ceux qui ont pensé le DSE se sont dit « Ouf, ça fait 20 ans que nous souffrons avec l'ajustement structurel. Voilà que nous avons des marges. Maintenant, nous allons certainement lancer un développement costaud dans l'énergie, dans la production, dans quasiment tous les secteurs. » Et ils lancent donc tous ces projets-là dans le DSE. Mais il y a un paramètre, c'est pour cela que nous avons tiré la sonnette d'alarme dans l'étude que nous avons faite à Yaoundé 2 avec cet ouvrage. Nous avons bien mentionné là qu'il y a des paramètres qui ont peut-être été omis dans l'élaboration du DSE. C'est-à-dire, on a cru qu'on était dans un océan tranquille. Et patatras, au bout de quelques années, nous avons plusieurs chocs qui sont venus. Le choc de l'extrême nord, Boko Haram. Le choc de la menace de la dévaluation du franc CFA. Le choc du nord-ouest et du sud-ouest. Et même les APE qui se sont mis là-dessus. Bonsoir, est-ce que ces chocs justifient le fait que des tracteurs soient abandonnés dans la broussaille, qu'ils ne soient pas donnés aux populations? Est-ce que cela justifie aujourd'hui qu'on conçoive le port autonome de Kribi sans les voies de communication? J'y arrive. Et si on prend ça par petits bouts,
Je ramène à partir du moment avec un coup. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ces projets prennent donc un coup sérieux et jusqu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de la turbulence de ces chocs-là. On est encore en plein dans ces chocs-là, sécuritaires, entre autres. Et bien entendu, comme vous avez donc lancé plusieurs projets à la fois, il est très difficile de les terminer. D'où la proposition que nous avons fait d'aller vers la transformation structurelle. Et la transformation structurelle, c'est le développement qui ramasse tout à la fois. Et lorsque survient un choc, vous n'avez plus des moyens pour pouvoir tenir. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Donc, tous ces projets prennent des coups. Parce que on n'a plus de financement. En plus, il y a quelque chose que nous oublions. Et la SND 30 le relève. Le capital humain. Ça, c'est fondamental. Vous pouvez tout faire, mais si vous n'avez pas le capital humain, quel est le capital humain camerounais pour bâtir ces infrastructures-là? C'est la grande question. Le capital humain. 70% des étudiants sont formés en sciences sociales. 30% sont formés dans les sciences dures. Je veux peut-être vous faire une proposition. C'est l'une des propositions que nous faisons dans le nouvel ouvrage. Vous voyez que le pays, et c'est ça, c'est l'une des faiblesses qui conduit peut-être à ce qu'on ait ce type de projet. Vous voyez que administrativement, le Cameroun est très bien structuré. On peut penser de ce qu'on veut de l'ENAM, mais l'État est présent sur tout l'étendue du territoire parce que nous avons une élite qui est formée pour administrer le pays et on la retrouve de bout en bout jusque dans les zones les plus reculées avec la représentation de l'État, la gendarmerie, la sous-préfecture et ainsi de suite. Et vous voyez, avec toutes ces secousses, grâce à cet émaillage du territoire au niveau administratif, l'État s'en sort. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il manque un volet? Il manque donc le volet économique dans tous les pays du monde. Ce volet économique est même devenu très stratégique et à la limite militaire. Ce que nous proposons dans cette étude-là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons par exemple 4 écoles polytechniques. L'école polytechnique de Yaoundé 1, Maroua, Bamenda et je crois qu'il y en a 4, si j'ai bonne mémoire. Donc ces 4 écoles polytechniques-là, pour moi, comme ça se passe dans tous les pays, la plupart des grandes écoles comme celle-là doivent être à la défense de la nation au niveau économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont faire le concours pour être recrutés dans ces écoles-là doivent aller faire le service militaire comme ceux qui font l'ENAM, l'administration. Ils doivent prêter serment devant le drapeau, service militaire. Ils doivent signer des engagements au moins décennales de 10 ans pour servir le pays industriellement. Parce qu'il nous faut un bras armé d'industriels. Les industriels de première génération qui ont fait ce qu'ils ont pu faire, vous voyez, ils sont en train de tous partir. Maintenant, si nous ne les préparons pas à la guerre de la mondialisation, parce que tous ces projets que vous citez, vous parlez d'hydro-Chine, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, ces écoles polytechniques-là, la ressource humaine qui sort de là, elle doit être formée exactement comme celle qui sort de l'ENAM. Ça doit être les industriels de demain. Ils ont pour rôle 1, de protéger l'économie camerounaise, 2, d'assurer la production, 3, d'assurer la redistribution, 4, de pouvoir assurer la défense des industries nationales pour que ces industries ne cèdent pas. Donc il manque ce pilier-là et il va falloir le construire. Si on ne construit pas ces industriels-là, que voulez-vous? Vous citez les barrages. Où sont les ressources humaines pour le faire? On est obligé d'aller chercher les Occidentaux pour le faire. Et c'est pour cela qu'on arrivera peut-être dans la diaspora. Nous avons nos enfants qui sont formés, qui sont capables de le faire. Et il faut les faire venir. Il faut encourager ces jeunes de venir. Il faut ouvrir des ponts pour qu'ils puissent venir pour travailler. Donc, si nous ne construisons pas ce pilier-là, économiquement, on ne peut pas tenir. Je ne peux pas encore vous dire que, d'après l'étude de l'INSEE, de l'INS, l'Institut national de la statistique, je crois, 97% des entreprises au Cameroun, c'est des PME. Donc, ce sont nos petites entreprises. Est-ce que vous savez combien de richesses elles créent dans le produit intérieur brut du Cameroun? C'est-à-dire, nos PME, qui représentent le grand tissu de l'économie nationale, produisent à peine 5% de la richesse nationale. Toute la richesse nationale est produite par 3 à 5% d'entreprises multinationales. Donc, si vous voulez faire des analyses pour voir pourquoi on échoue, c'est pas seulement voir pourquoi on a échoué, mais c'est de voir pourquoi on n'est pas structuré pour pouvoir monter en puissance. Donc, pour moi, ce pan économique-là, il va falloir le bâtir.
Vous voyez, nous avons des problèmes de décentralisation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une école de quoi? Des personnes qui vont aller apprendre comment gérer la décentralisation, comment la mettre en place. Mais est-ce que vous croyez que les industriels, ça s'invente? Et ces industriels-là doivent donc être en relation avec les politiques publiques très fortes. Ils sont là pour la défense de la nation. Quand vous prenez les pays occidentaux, la plupart des écoles techniques, c'est des écoles quoi? Militaires. C'est des militaires. Ils sont formés comme des militaires et ils sont rattachés à l'armée pour pouvoir servir le pays. Mais nous n'avons pas ces structures-là. Évidemment, c'est l'une des faiblesses parce que nous avons fait l'étude comparative entre le Cameroun et la Corée du Sud qui a réussi sa transformation structurelle, et nous avons constaté là qu'il y avait des politiques très très fortes au niveau du capital humain, centrées sur l'industrie, et cette industrie, ce capital humain-là était vraiment formé comme des militaires pour la défense de la nation, version industrie, parce que là aussi, il y a la filature, il y a la surveillance. Quand Hydrochine va venir, si vous n'avez pas des compétences qui savent comment fixer tel boulon ou tel autre boulon, Hydrochine peut fixer ce boulon par le bas, alors qu'il faut le fixer par le haut. Vous allez savoir comment. Vous allez encore faire appel à un autre cabinet externe au Cameroun pour venir voir si le boulon qui devait être fixé par le bas est fixé par le haut. Mais eux aussi, ils peuvent vous confirmer alors que c'est mal fait. Alors si je comprends bien, vous proposez une aventure prométhéenne au Cameroun vers la Corée du Sud, c'est ça? Non, pas du tout. Nous avons nos réalités, c'est-à-dire nous faisons une étude comparative, nous regardons ce que les autres ont pu faire, qui a pu marcher, et par rapport à notre contexte, nous proposons des solutions adaptées à notre propre solution, à notre propre pays. C'est pour ça que je suis en train de dire que ces écoles polytechniques-là, il faut les mettre au centre. Parce que moi j'ai constaté, tous ceux qui sortent de ces écoles, ils finissent pas, les trois quarts ne finissent pas au Cameroun. Hein. Ils s'en vont. Ils s'en vont tous. Est-ce que le problème n'est pas politique? Parce que là, on parle de la main-d'œuvre de Polytechnique qui va former. Mais quand on regarde aujourd'hui nos ministères en charge des questions économiques, le ministère de l'économie, le ministère des finances, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on a plus des Camerounais formés à l'ENAM, mais qui n'ont peut-être pas l'expertise requise pour parler des questions des finances et de l'économie. Là, c'est la question de toute la macrostructure gouvernante. Là encore, pendant les années 90, donc durant les années d'ajustement structurel, il était interdit à l'État de recruter des personnes dans l'administration centrale. On a plutôt demandé à l'État de pouvoir enlever, on appelait ça comment, déflation des fonctionnaires, et ainsi de suite. Et alors, qu'est-ce qui est resté à l'État? On a dit à l'État, vous pouvez recruter que les administrateurs, les enseignants, les hommes en tenue. Ça, c'est des choses qui sont théorisées, hein. Et vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc pendant 20 ans, un État qui doit concevoir les politiques publiques n'a recruté aucune ressource humaine dans la classe des ingénieurs, toutes filières confondues, dans les autres spécialités, toutes spécialités confondues. On ne recrutait que quoi? Dans l'administration, dans l'enseignement, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Voilà les 5 corps où on était autorisé de recruter. Et donc, pendant 20 ans, quand vous laissez un système évoluer comme ça, vous vous retrouvez forcément qu'avec ce monde un peu partout. Et c'est ça la difficulté. Et les 25 000, le recrutement des 25 000 décidé par le président de la République est venu un peu atténuer. Et encore 20 ans, donc maintenant, jusqu'à présent même, il n'y a pas toujours une politique de recrutement forte des autres corps dans l'administration centrale. Vous savez ce qu'ils ont fait en Corée du Sud? Parce qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils ont d'abord mis l'État entre parenthèses, ils ont considéré l'État comme une entreprise. À partir des postes comme sous-directeur, c'était appel à candidature. Oui, appel à candidature. Et pour réduire la corruption, ils ont utilisé quelque chose de formidable. C'est-à-dire appel à candidature. Lorsque vous êtes retenu, vous avez un cahier de charges. Si vous n'atteignez pas le cahier de charges, on vous remercie, comme dans une entreprise privée. Si vous atteignez le cahier de charges, la nation vous est reconnaissante. On va peut-être vous donner une décoration. Si vous dépassez le cahier de charges, tout ce qui est au-dessus vous revient automatiquement. Non seulement vous avez la reconnaissance de la nation, mais tout ce qui est au-dessus vous revient. Tous les hauts fonctionnaires se sont mis à regarder vers le haut pour atteindre les objectifs, les dépasser et avoir ce qui est au-dessus. Et en plus, la légitimité et la reconnaissance de la nation. Voilà comment certains pays ont pu régler ce problème. Donc, le problème des ressources humaines, il date des années 90. Il a cheminé pendant 20 ans. Maintenant, pour pouvoir le casser jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis des mains du Fonds monétaire. Ils sont toujours là en train de surveiller. On dit toujours que la masse monétaire est très élevée.
Et là, vous voyez, par exemple, pour essayer de combler le gap au niveau des universités, il y a 2000 enseignants qui sont recrutés. Mais là, c'est l'enseignement supérieur. Mais forcément, dans la haute administration, là, ceux qui doivent concevoir les projets, combien d'ingénieurs sont recrutés? Combien de géomètres sont recrutés? Combien d'architectes sont recrutés? On peut se poser ces questions. Pourquoi? Vous demandez à un État d'être fort et en même temps, vous demandez à cet État de ne pas attirer des compétences. Vous voulez que l'État appelle ses compétences en les payant au lance-pierre. Est-ce que c'est possible? Ces compétences vont aller voir ailleurs. Donc, c'est toute une problématique globale et d'ensemble qu'il faut voir. Résultat, donc, ce que vous dites, vous vous retrouvez au ministère de l'économie, au ministère des Finances, peut-être avec un corps qui n'est pas forcément spécialisé dans tous ces domaines-là, monétaires et autres. Et donc, ça peut créer un véritable problème au niveau des ressources humaines dans la gestion des problèmes du pays. Tout à l'heure, vous parliez des chocs. Boko Haram, la guerre dans la partie anglophone du Cameroun. Et on peut dire que la SND 30 n'a pas échappé à la donne puisque à peine lancée, il y a la Covid-19 qui est arrivée. Et la question aujourd'hui est celle de savoir comment faire pour relancer l'économie camerounaise qui est pratiquement en berne comme la plupart des pays dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie camerounaise se lance? Vous voyez donc là, le Cameroun, peut-être comme tous les pays du monde, n'est pas forcément béni, mais après tous ces chocs-là, il y a alors le choc sanitaire, lui, c'est la finale. C'est-à-dire, nous sommes là dans ce que j'ai souvent appelé le triangle des impossibilités de la Covid-19. C'est-à-dire, vous avez d'un côté la liberté, de l'autre côté l'économie et de l'autre côté la santé. Quel que soit le couple que vous constituez là, le triangle bascule d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est vraiment un triangle d'impossibilité. Et dans ce triangle d'impossibilité, tous les pays du monde suffoquent. Vous voyez très bien ici, nous avons les coûts des intrants qui augmentent et de certains produits qui augmentent parce que, évidemment, on n'arrive plus à produire à cette échelle-là. Alors, pour relancer notre économie, on a entre les mains, je peux dire, deux instruments. La politique budgétaire et l'endettement. La politique monétaire, elle est au niveau de la Banque centrale. Là-bas, c'est plusieurs États. Et donc, forcément, c'est la BA qui dirige cette politique monétaire là, en fonction des intérêts et de beaucoup de discussions. Mais les deux instruments que nous avons, c'est-à-dire la politique budgétaire, celle-là doit être efficace. La première des choses, et nous devons tous le comprendre, c'est que pour relancer l'économie, il nous faut des moyens. La première des choses, et encore là, la plupart des pays qui l'ont fait, et ils ont utilisé la pression fiscale classique. C'est-à-dire, il faut que nous montrons nous-mêmes que nous pouvons d'abord collecter les impôts là où il faut collecter pour avoir des recettes. Et aujourd'hui, je dis encore à la Direction générale des impôts, il y a la dématérialisation. C'est très bien parce que ça permet de ne plus toucher les liquidités et ça optimise les rentrées. Et donc, ça, forcément, on engrange de l'argent, ça permet de pouvoir tenir. Mais certains pays, pas certains pays, la plupart des pays qui veulent vraiment se développer et maintenir un cap, le taux de pression fiscale est autour de 15%. Le Sénégal est à 16, il me semble bien. Le barème, c'est 17, si je ne me trompe pas. Celui du Cameroun, certains l'estiment à 14 actuellement, mais 15%, c'est vraiment le pourcentage que beaucoup de pays ont maintenu lorsqu'ils veulent se développer. 15% du PIB pendant une longue période. Et donc, il faut atteindre ça. Le Cameroun est à 14, donc plus ou moins déjà. Il faut donc bien optimiser ces recettes-là d'abord. Et lorsqu'on a donc des recettes, on peut arriver à faire de grandes choses. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans ce budget, toujours, et là, ça fait toujours des solutions que nous proposons dans l'ouvrage qui sort là. Deuxième solution, c'est que dans les dépenses publiques de consommation de l'État, il va falloir peut-être les réorienter vers des transferts sociaux et des subventions. Par exemple, il y a un programme filet social qui est fait, je crois, avec la Banque mondiale, mais le Cameroun lui-même peut maintenant, parce que comme la situation est un peu difficile, lorsqu'on fait des transferts sociaux, généralement c'est à des populations vulnérables. Quand ils reçoivent ces transferts sociaux, ils les réinjectent directement dans la consommation locale, donc dans l'économie locale. Et donc ça permet de tenir le tissu productif de nos très petites entreprises et petites entreprises qui existent. Donc on peut toucher ce parallèle-là. Ensuite, maintenant, on peut s'endetter. Mais pour s'endetter, il va falloir s'endetter rien que lorsque nous savons qu'à moyen terme, un projet est rentable. Nous ne pouvons plus aller nous endetter en prenant de l'argent
et peut-être en gardant cet argent comme ça, sans pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est une... On parlera de la dette tout à l'heure. Oui, on parlera de la dette. Ça c'est une troisième solution. Donc il faut pouvoir investir dans des projets rentables. Donc voilà les solutions que nous avons entre les mains au niveau budgétaire. Et maintenant, de la dette, on verra certainement comment on peut s'endetter lorsqu'on parlera de la dette. Donc, ces deux instruments-là nous permettent de relancer l'économie. Donc, vous voyez, donc, au niveau local, optimiser les recettes fiscales, atteindre en moyenne les 15% du PIB, et ensuite, donc, redistribuer au niveau des filets sociaux pour que la population qui reçoit réinjecte cet argent au niveau de l'économie nationale pour que la machine reparte. Bien entendu, bon, c'est le processus de la dette, mais on en parlera tout à l'heure, comme vous dites. Alors, voyons un peu les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour relancer l'économie camerounaise après la Covid-19. C'est Amandine Atangana qui a préparé ce reportage. Le ministère de l'économie vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un partenaire en vue de la mise en œuvre du fonds de relance économique au profit du secteur productif à Printemps. Concrètement, souligne ce département ministériel, il est question d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de 3 guichets de financement à l'effet de permettre aux entreprises de se relever de la crise du coronavirus. De manière opérationnelle, 3 dispositifs de financement d'une dotation de 7 milliards de francs CFA sont envisagés d'après le ministère de l'économie. Dans le détail, il s'agit du fonds de soutien aux très petites entreprises et petites entreprises doté d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA, du fonds de soutien aux start-up et entreprises innovantes dont l'enveloppe est d'1 milliard de francs CFA et du fonds de garantie en faveur des moyennes entreprises d'une dotation de 4 milliards de francs CFA. Ces financements, apprend-on officiellement, proviendront de l'enveloppe de 10 milliards de francs CFA mise à la disposition du ministère de l'économie dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, doté lui de 150 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2021. Alors, pour ça, vous approuvez un peu le plan qui a été proposé par le gouvernement pour la lutte... pour la relance de l'économie camerounaise? Oui, oui, évidemment, parce que ce plan-là, il soutient les PME, il leur accorde des facilités, et donc il y a aussi les filets sociaux. Oui, effectivement, c'est un peu ce que font quasiment tous les pays. Si on avait les moyens comme tous les autres grands pays, je crois qu'on irait encore un peu plus loin. Donc c'est un plan qui va dans la bonne direction pour la relance de l'économie. Les 150 milliards que vous venez d'évoquer. Parlons de la dette, si cela vous convient. En 2016, la dette du Cameroun s'élevait pratiquement à 6 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 milliards de francs CFA. Ce sont les derniers chiffres qui ont été publiés en décembre 2020 par la Caisse autonome d'amortissement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette surenchère de la dette? Ou bien qu'est-ce qui explique que le Cameroun soit autant endetté? Bon, si là même il y a des chiffres un peu plus récents de février 2021, c'est-à-dire nous sommes à 46,2% du PIB avec 10 398 milliards de dettes bien précises et 38,8% de la dette extérieure qui est libellée en euros en fin février 2021, 70,7% de la dette totale qui est libellée en devises, et puis bien entendu le Cameroun qui n'a pas remboursé les services de la dette depuis le mois de mars de 45 milliards. Mais c'est parce que nous soutenons l'initiative qui veut qu'après la Covid, que les grandes nations vraiment suppriment le service de la dette pour les pays en développement. Parce que et beaucoup de pays souscrivent à cette initiative-là. Maintenant, la dette, c'est l'analyse que je fais souvent en disant que dans la dette, vous avez deux choses. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La bonne, elle est comment? La bonne dette, c'est celle qui consiste à aller s'endetter pour investir. Et la moins bonne, ou alors la mauvaise? La mauvaise dette, c'est celle qui consiste à aller s'endetter pour consommer. Donc, si vous vous endettez pour, je ne sais pas, acheter des biens de consommation courante, non, ça ne passe pas. C'est la mauvaise dette. Et donc, ça, la mauvaise dette, il ne faut pas y aller.
Mais la bonne dette, celle qui consiste à s'endetter pour investir, peut elle maintenant aussi se transformer en mauvaise dette. Et c'est ça le problème du Cameroun. Pourquoi? Nous sommes allés nous endetter pour investir. Malheureusement, beaucoup de projets n'étaient pas matures. Donc l'argent arrive. Nous avons déjà signé. Et les échéances de remboursement arrivent à terme, plus les intérêts. Le projet n'a même pas parfois commencé. Et nous sommes en train de rembourser. Donc on a contacté une dette très bonne au départ, mais qui devient mauvaise parce que nous ne l'avons pas utilisée. Il se pose donc un problème de cette maturation des projets dont on a souvent évoqué. Et je le dis souvent, je suis peut-être nostalgique. Je n'ai pas compris, c'est peut-être avec la libéralisation. Pourquoi dans toutes les structures, c'est les patrons des structures qui doivent lancer tous les projets d'investissement de ces structures-là. Peut-être je ne comprends pas quelque chose dans la libéralisation. Je me pose des questions. Avant, il y avait la direction des grands travaux. On dit grands travaux. Donc, on va peut-être définir ces grands travaux-là à une certaine échelle. Donc, tant que cette direction-là n'avait pas approuvé que le projet était déjà bien monté, bien terminé, bien ficelé et qu'on pouvait donner le premier coup de pioche, on ne pouvait pas aller s'endetter. Mais maintenant, on s'endette, le projet n'est pas prêt, ou alors il est à moitié prêt. Quand on le réalise, on commence à dire que on a oublié de faire telle étude environnementale, on a oublié de faire telle étude en profondeur. J'entends souvent parler de l'autoroute, par exemple, Yaoundé-Simalène. Après, on nous dit qu'il y a des marécages qu'on découvre. Donc, on les découvre subitement, ou bien le projet doit être étudié avant. Et c'est ça toute la problématique. Donc, si vous vous endettez et que les investissements ne sont pas réalisés à temps, vous rallongez non seulement la charge de la dette, et la dette ne va donc grossir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la qualité de la dette. Les eurobonds, c'est quelque chose de grave, hein, les eurobonds. Parce que quand vous allez vous endetter à 10%, vous endettez un État à 10%, c'est beaucoup. C'est énorme. Et donc, cette dette... C'est 9% ou 10%? 9,75 ou 9,50, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Vous-même, en tant que particulier, est-ce que vous pouvez aller vous endetter à un taux de 9% à la banque? C'est très difficile. Alors, mais pour ça, aller faire les yeux. À qui la faute? Je pense que si c'est un diplômé de l'ENAM qui n'a pas l'expérience et l'expertise de la négociation sur les questions financières qui va négocier, c'est normal qu'on se retrouve parfois avec des taux élevés, à moins qu'il y ait derrière des choses pas orthodoxes. Je me trompe peut-être. Non, je ne vais pas m'arrêter sur le fonctionnaire de l'ENAM. Si lui se retrouve là, c'est pas de sa faute. Hein. Il est là où il est. Parce que normalement, maintenant, c'est pas lui. C'est toute une gouvernance. Donc quand on va signer à 9,75%, maintenant, la dette est libellée en devises. Les autres sont à combien? Les autres, je ne veux pas. Celle qui arrive, elle sera à 8%. Le nouvel eurobond. Donc maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque un problème survient par rapport à une dette comme celle-là, comme là nous sommes dans la Covid, et évidemment, cet eurobond est libellé en devises. Ça veut dire qu'il y a des fluctuations. Et lorsqu'il y a un choc comme celui-ci, les fluctuations qui arrivent là font que notre dette grandit. Vous voyez? Donc c'est même pas parce que nous allons nous endetter à nouveau, c'est par un effet mécanique que la dette prend du volume. Et aujourd'hui, vous voyez que rien que cet emprunt obligataire, si vous arrivez à dire que l'endettement est très élevé, c'est parce que cet eurobond menace à lui tout seul. Il menace toute la dette du Cameroun. Que fait le Cameroun maintenant? Parce que actuellement nous n'avons plus d'argent puisque la crise est arrivée, la crise est très profonde de la Covid. On va s'endetter à nouveau, souscrire un nouvel eurobond pour régler l'ancien eurobond et repousser les échéances. Donc qu'est-ce que nous faisons? La dette, elle est toujours là, mais nous empilons les intérêts à venir. Et forcément, nous sommes en train de rétrécir nos marges de manœuvre. C'est ça le problème de cette dette-là. C'est surtout moi l'eurobond qui me préoccupe. Mais comme nous y sommes déjà, malheureusement, tant que vous avez une économie, si on restait sur notre taux de croissance de 4%, sans la Covid-19, il n'y aurait pas eu de problème. On l'aurait remboursé sans taux de difficulté. Mais là, le taux de croissance de 2020, il est de 0,7%, plus 0,7%. Donc forcément, il n'y a pas suffisamment de rentrées, il y a même moins de rentrées, et donc nous n'avons pas de l'argent pour rembourser immédiatement. Et comme nous n'avons pas de l'argent, on est obligé d'aller s'endetter à nouveau à 8% pour pouvoir venir rembourser l'ancien
on empile les intérêts et dont nos marges de manœuvre se rétrécissent. Mais attention, la dette du Cameroun, elle est encore à 46,2% du produit intérieur brut. Non, elle est soutenable. Oui, elle est soutenable puisque dans la CEMAC, on parle de 70%. Monsieur Pendaïkoa, que je disais ce matin, estime qu'on ne doit pas s'arrêter là, aux chiffres. Estimer que comme on est à 40-45%, c'est bon. Il faut voir l'impact sur le développement, l'impact sur la croissance, l'impact sur les populations. C'est pour cela que je vous ai parlé justement de la bonne dette et la mauvaise. Vous pouvez vous endetter, mais si vous faites des bons investissements, allez même à 200% de votre PIB. À partir du moment où vous faites de bons investissements et qu'il y a un retour sur investissement dont vous avez la capacité de rembourser. Donc, ce n'est pas le niveau de dette même qui pose problème. C'est maintenant nos projets que nous ne terminons pas ou que nous n'exécutons pas qui posent problème. Ce n'est pas la dette. Donc maintenant, il faut terminer ces projets-là. Maintenant, s'il y a des nouveaux projets, il faut qu'ils soient bien bouclés avant qu'on commence à donner le premier coup de pioche et qu'ils soient terminés à temps pour qu'on puisse produire l'effet multiplicateur dans l'économie. Donc pour moi, on peut être à 46, on peut être à 70, mais on peut être même à 100%. Les grands pays sont à combien aujourd'hui? Mais c'est pas une dette extérieure, c'est parfois une dette... Non, ils vont emprunter sur du Japon. Non, ils vont emprunter sur les marchés. Tous les pays occidentaux. Vous avez vu le plan de relance des États-Unis, 6 000 milliards. Vous avez vu le plan de relance de l'Union européenne, 750 milliards. Ils vont emprunter sur les marchés. Mais pourquoi on leur donne de l'argent? Pourquoi ils vont aussi loin dans le crédit? Ils sont déjà à plus de 100% du PIB. La France, si on prend le cas de la France, c'est 120% du PIB actuellement. 120. Pourquoi on continue à leur prêter de l'argent? Parce qu'ils ont un système productif. C'est pour cela que nous avons demandé d'aller vers la transformation structurelle. C'est pour cela que la SND 30 prend la bonne direction. Monsieur Obama, on ne répartit pas autre chose que la production. Vous commencez par produire pour répartir la richesse. Si vous ne produisez pas, vous n'avez rien. Et le premier élément que vous mettez pour calculer le produit intérieur brut d'un pays, c'est-à-dire la production, c'est la production. Donc si nous ne produisons pas, nous aurons des difficultés. Mais si nous avons un système productif compétitif, et nous savons que nous avons une diversification de notre économie naturelle qui est de l'ordre de 69%, son indice, donc si nous investissons dans la production, on peut même aller à 100% du PIB. Vous aurez les bailleurs qui vont toujours courir pour venir donner de l'argent. Mais si nous nous endettons sans réaliser les investissements, sans produire, là, nous aurons des problèmes pour rembourser la dette. Et c'est ça tout le débat. C'est pour cela que j'insiste sur la SND 30 là, qui va vers la transformation structurelle, que tous les préalables soient mis en marche et que la production soit lancée. Tenez, vous avez présenté des projets là tout à l'heure concernant les tracteurs, concernant l'usine de manioc. Mais je peux vous citer un cas de réussite et moi qui m'interpelle personnellement dans le cas des agropoles. Je l'ai lu dans le journal du Minépat de cette fin du mois. Ils ont fait tout un reportage sur Néo Industrie. Néo Industrie, c'est cette usine qui est installée à Kekem, à l'ouest du pays, et qui va donc transformer... Qui va tranquille. Non, c'est déjà effectif, quasiment là. C'est-à-dire, tout est quasiment bouclé. 33 000 tonnes de cacao, 26 000 tonnes de produits finis, beurre, huile et autres. Ils vont créer, actuellement même, je crois que c'est déjà pratiquement en cours, parce que tel qu'ils ont fait le récit, 4 000 emplois directs, 3 000 emplois indirects. Vous imaginez 7 000 emplois, ce que ça peut faire dans une économie avec des gens qui reçoivent des salaires, qui nourrissent leur famille et l'effet multiplicateur que cela crée dans l'économie. Attention, ce qui m'a surpris, c'est que Néo Industrie, c'est 54 milliards. 54 milliards. Et vous voyez donc tout ce qu'ils vont faire, la transformation de nos produits locaux en produits semi-finis, en produits finis, 7 000 emplois créés. Et puis maintenant, la dynamique qui se crée autour. Vous croyez que le Cameroun ne peut pas créer autant d'industries? Et donc, le programme Agropole, qui était un programme phare, c'est un programme d'abord qu'il va falloir, pas auditer, mais il faut le mettre à niveau. Qui est un échec? Non, aujourd'hui, il faut d'abord faire le bilan. Parce qu'il y a beaucoup de contours que ça peut prendre. Certains ont pu réussir. J'ai vu là que le soja aussi a bien réussi dans les agropoles. Le soja. Et je crois qu'ils sont en train de travailler dessus pour que ceux qui sont là puissent avoir des financements. Pourquoi il y a autant
je vais pas dire d'échec, on va le dire comme ça. On a vu les images de Samelima, de l'usine des tracteurs, du manioc, Mbalam, comme je le disais, en Belgique. Est-ce qu'on peut comprendre par là que nous sommes si incompétents, comme le pense monsieur Essoma, que les fonctionnaires ne sont pas compétents, ne partagent pas son avis? Je pense qu'un projet, avant de le présenter à un investisseur, on mûrit le projet, il y a quand même une équipe qui travaille avant de présenter le projet, avant de recevoir de l'argent. Pourquoi régulièrement l'argent arrive? Parfois même l'argent est disponible, on n'arrive pas à le décaisser parce que le projet a eu des modifications. Oui, c'est le problème de la maturation des projets. J'ai évoqué tantôt la direction générale des grands travaux. C'est dû à quoi le problème? Il est dû à quoi? L'incompétence ou alors est-ce qu'il y a un autre paramètre qui entre en jeu? C'est pas que l'incompétence, c'est un ensemble de choses. Et comme je suis en train de vous dire, nous avons beaucoup de problèmes de ressources humaines, même si on ne veut pas le dire. Ou de gouvernance. La gouvernance, on connaît nos problèmes de gouvernance. On ne va pas les inventer aujourd'hui. Hein. Tout le monde les connaît, nos problèmes de gouvernance. Mais attention, la mondialisation, il y a quelque chose qu'il faut voir dans cette mondialisation-là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne posez pas de questions. Pourquoi 90% de la richesse nationale est produite par 3 à 5% de grandes firmes nationales? Est-ce que vous ne posez pas une question par rapport à ça? Donc, les firmes multinationales jouent un grand rôle dans cette mondialisation-là. Donc, forcément, ce sont ces firmes multinationales qu'on va chercher pour venir construire nos projets. Vous allez comprendre pourquoi j'ai demandé que les écoles polytechniques soient formées dans le cadre de la défense et de l'économie nationale. Est-ce que vous croyez que c'est facile de vous laisser décoller? Nous avons peut-être nos problèmes de gouvernance. Nous avons eu des problèmes de coordination. Mais je crois qu'actuellement, moi je le crois en lisant ce que je lis par rapport à la SND 30, que la bonne direction est en train d'être prise. Le DSE, nous avons cru que nous étions tranquilles pour lancer ces projets-là. Ces projets ont été lancés. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de paramètres qui ont fait que les projets ont échoué. Entre autres, les problèmes de gouvernance, mais bien entendu aussi les problèmes, comme j'ai déjà dit, de guerre, de sécurité, qui ont détourné l'objectif de développement. Mais aujourd'hui, dans la SND 30, l'analyse, la prise en compte de ces phénomènes-là est là. Ça veut dire donc qu'on fait un schéma où on se dit que s'il y a des chocs qui arrivent, voici où nous pouvons être. S'il n'y a pas des chocs qui arrivent, voici ce que nous pouvons faire. Et finalement, des scénarios sont tracés et là nous sommes prêts. Alors par contre dans le DSE on n'était pas prêt. Quand les chocs arrivaient, on ne savait plus quoi faire. Évidemment, les projets prennent un coup. Donc aujourd'hui, les 10 ans du DSE, beaucoup de projets ont démarré. Il faut donc les terminer maintenant. C'est ça le problème, il faut les terminer. Maintenant, nos problèmes, il faut voir comment on organise structurellement. Je vous ai dit quoi? Il est acté qu'il faut revoir, revisiter les politiques publiques. Revisiter les politiques publiques, là, ça veut dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure là que il faut axer les décisions, réduire les instances décisionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de doublons, de triplons qui se marchent dessus, qui paralysent la prise de décision et finalement donc qui paralysent même le fonctionnement du fait de l'enchevêtrement très complexe des missions qui leur sont dévolues à la base. C'est un problème organique. Il faut donc revoir ce problème organique de ces institutions-là pour rendre la décision plus facile, plus lisible et plus légère. Vous-même, vous connaissez ces institutions qui forment des doublons. Hein. Vous pouvez prendre, si vous prenez la Société nationale d'investissement, l'Agence des promotions des PME, l'Agence de promotion des investissements, tout ce monde n'est pas en train de se marcher dessus. Vous prenez le ministère des marchés publics, vous prenez l'Agence de régulation des marchés publics. Le Fonds monétaire lui-même vient de sortir, il y a 2 ou 3 jours, un rapport sur les entreprises publiques camerounaises. Vous voyez comment il les positionne. La plupart sont déficitaires. La plupart vivent de quoi? Des subventions de l'État. Là aussi, il y a des choses à faire. Ça veut dire que aujourd'hui, à travers le marché boursier, la Société nationale peut voir comment certaines structures-là peuvent aller chercher des financements directs pour pouvoir rentrer dans la production. Mais attention, les entreprises publiques, parfois, nous on les regarde avec les œillets des gestionnaires privés, alors plutôt qu'elles ont un rôle social. Donc elles peuvent être déficitaires parce qu'elles jouent un rôle social. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans notre contexte. Évidemment, lorsqu'on les présente tels que le président du Fonds monétaire, ils sont déficitaires, mais a-t-on regardé le rôle social qu'ils jouent? Là est tout le problème. Donc maintenant, par contre, ceux qui sont dans le secteur compétitif, on peut voir par quel mécanisme ils peuvent aller chercher des financements directs pour pouvoir arriver à être productifs, à être rentables et donc à créer un peu plus
d'emploi. Donc vous voyez, c'est une question organique de tout un système. Et je crois que, moi je dis, il faut lire ces documents-là. À lire ces documents et voir comment, pour l'instant, la SND30 n'a pas forcément démarré. C'est parce que tous ces préalables-là, on veut les mettre sur pied pour qu'il y ait un minimum de cohérence et que les décisions soient aussi cohérentes. À ce moment, on va avancer tranquillement. Est-ce qu'il n'y a pas une réorientation possible des soldes non décaissés? Selon les chiffres non officiels, on parle de 3 000 milliards. Parce que pour que les gens au quartier comprennent bien, soldes non décaissés, c'est de l'argent qui est emprunté par le Cameroun, qui est disponible et qui n'a pas été utilisé pour des projets qu'on ne peut plus utiliser. Et le Cameroun continue à payer des intérêts alors que l'argent est disponible. Est-ce qu'on ne peut pas le réorienter vers d'autres projets? Lorsque vous avez signé un contrat, est-ce que vous avez signé là qu'il faut réorienter? Non, le contrat, il est signé. Donc l'argent est là pour quelque chose. Celui qui vous a prêté l'argent, lui, il vous a prêté l'argent pour un projet bien précis. Vous n'allez pas aller l'utiliser à faire autre chose. C'est ça, vous avez parlé de la dette qui remonte. Vous voyez vous-même, vous sortez le chiffre là. Et pourquoi? Ça veut dire donc que nous avons un problème d'abord de préparation de ces projets. Et je vous ai dit tout à l'heure que la libéralisation a fait des choses. Parce que dans chaque secteur, vous allez voir le décideur dans son domaine, c'est lui-même qui lance les projets d'investissement. Et parfois, les décideurs ne sont pas très outillés à mettre sur pied ces projets d'investissement-là. Et donc, ça prend un coup. Et en même temps, il faut dire que cette libéralisation de ces secteurs a été engagée par justement ces institutions-là, parce qu'ils disaient qu'il va falloir qu'il y ait des structures locales qui puissent se développer, soit pour construire des routes, soit pour construire des bâtiments, soit pour des infrastructures. Et vous voyez donc que nos structures locales parfois manquent de matériel, de technologie, de ressources humaines, surtout dans le domaine technique, parce que les ressources humaines au niveau social et humanitaire, il y a beaucoup de monde. Mais au niveau technique, je parle de la technique là, et ingénieurs et techniciens, nous avons beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut libéraliser. Les PME doivent souscrire, mais une PME à qui vous confiez un marché, parfois elle se retrouve sans grande compétence, alors qu'au départ, elle vous a montré qu'elle avait tout le matériel bien précis. Donc forcément, l'argent est là. C'est une erreur d'aller s'endetter sans pouvoir consommer cet argent-là et vous rembourser les intérêts. Donc du coup, vous affaiblissez vos marges de manœuvre, vos marges d'investissement, et c'est très difficile. Et pour réorienter ça, il faut peut-être maintenant renégocier la dette. Donc réorienter, il faut entrer dans le cadre de la renégociation de la dette. Donc avec nos partenaires, nous pouvons nous asseoir, renégocier la dette en leur expliquant les tenants et les aboutissants. Mais parfois c'est très complexe hein, ces négociations. Renégocier, ça suppose que celui qui parle pour le Cameroun a l'expertise requise, c'est bien ça? L'expertise, je suppose qu'elle est là, puisque le Cameroun négocie tout le temps. Donc le Cameroun a toute une administration qui fonctionne. Maintenant, il faut peut-être l'améliorer. Maintenant, il faut peut-être recruter des compétences autres que ce que le Fonds monétaire nous avait imposé depuis les années 90. Et l'une des propositions que nous faisons au niveau institutionnel dans ce nouvel ouvrage, c'est justement de sortir de ces institutions que le Fonds monétaire et autres nous proposent subrepticement là. C'est-à-dire aller vers la libéralisation totale des investissements avec les PME qui peuvent agir alors qu'ils n'ont pas de compétences, et nous le savons. Et donc, finalement, on installe un système peut-être d'incompétence à toutes les échelles où ça ne peut pas marcher. Pour moi, allez-y. Pour moi, je crois que une direction des grands travaux est à nouveau nécessaire. En Côte d'Ivoire, c'est notre pays sœur. En Côte d'Ivoire, cette institution existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démarrer que ça arrangerait les choses? Ça arrangerait les choses. Mais les dettes qui ont été contractées, il y avait bien un comité de la dette qui existait, professeur. Ça n'a rien changé. Oui. Et même aujourd'hui, il y a toujours un comité de la dette qui existe. Et on se rend bien compte que les responsables qui ont engagé le Cameroun dans les dettes sont toujours en place, même si les projets qui ont été choisis sont un fiasco. Oui, vous savez, moi je ne m'arrête pas sur les responsables. Les responsables, ils passent. Et d'autres viendront encore. Vous avez un système, hein? C'est tout un système. Donc, et là, quand on vous présente la dette du Cameroun, malgré tout ce qu'on peut dire, on n'est pas de mal loti. Je vous ai dit que le problème de la dette, c'est pas la dette, c'est l'investissement. Bon, maintenant, si vous me ramenez au niveau de la compétence des personnes, c'est tout un système. C'est tout un système. Est-ce que tous les Camerounais sont donc devenus incompétents? Pour le dire. Si tous les Camerounais sont devenus incompétents, on va aller chercher qui pour venir... Non, je ne le crois pas. Mais je crois que là où nous sommes là, le problème de la dette, c'est pas la dette. Moi, j'insiste sur les projets. Et c'est pour cela que j'insiste certainement sur cette direction des grands travaux
Qui, lorsqu'on parle d'autoroute, qu'on parle de port en eau profonde, qu'on parle d'énergie électrique, de barrages, ça dit ces grands projets-là, honnêtement, ils doivent avoir le sceau d'une instance. Et vous savez de quoi elle était équipée? La direction des grands travaux. Architecte, ingénieur, topographe, géographe. Vous voyez, c'est technique, tout ce que je vous cite. C'est pas le cas ministère des Travaux publics? Un ministère, il est administratif. Le ministère, lui, il est administratif. Et donc, forcément, il brasse un peu tout le monde. Hein? Et au ministère, on n'a pas que des ingénieurs là-bas à tous les étages, ou bien des techniciens à tous les étages. Et il faut une structure qui veille à ce que ces grands travaux-là, vraiment, avant de commencer à donner le premier coup de poche, qu'on sente que le projet est terminé. À ce moment, la question de la dette que vous posez, pour moi, elle sera résolue. D'accord. Professeur, quelle est la place que vous accordez à l'agriculture dans vers le chemin vers l'émergence du Cameroun? En 2011, à Eboulouva, le chef de l'État camerounais Poudbia, on a fait dire au chef de l'État qu'on pouvait engager une révolution agricole. Jusqu'à ce jour, on n'a pas l'impression qu'elle a été engagée. Est-ce que l'agriculture peut être le moteur du développement du Cameroun? Si oui, comment? Ah oui, mais vous savez, dans la diversification naturelle de l'économie camerounaise, la plupart des éléments qui sont recensés là viennent de l'agriculture. Maintenant, cette agriculture-là, on peut prendre, hein, c'est des cas très simples. Vous voyez nos mangues qui pourrissent là. Vous voyez des oranges qui pourrissent, des papayes qui pourrissent. Pourquoi tout ça n'est pas transformé? Soit en jus, soit en compote, soit... Pourquoi? Et c'est cela tout l'enjeu. Donc, l'agriculture, c'est même notre point fort. On doit aller vers les agro-industries. On doit aller vers l'industrie. Donc, si vous voulez, comme je le dis souvent, on doit créer ce que j'appelle une chaîne industrielle. La chaîne industrielle, c'est quoi? C'est que vous avez une industrie qui produit la matière première. Une matière première. Et il y a d'autres industries qui utilisent cette matière première-là. Et pour arriver à produire, à nous faire des produits semi-finis ou des produits finis. Et derrière ça, on peut dupliquer les cas. C'est-à-dire d'autres industries qui viennent... Donc, si nous créons cette chaîne industrielle-là, à partir de nos matières premières, de l'agriculture, que ce soit l'agriculture vivrière, que ce soit notre agriculture d'exportation, on va arriver à ce niveau à développer notre agro-industrie et notre industrie. Et là, derrière, donc, on va créer les faits d'entraînement. Les faits d'entraînement des industries. Ce qu'on demande, je ne sais pas des grosses industries, c'est des petites industries. Les faits d'entraînement des industries. Et dans cet effet d'entraînement des industries, nous aurons donc des chaînes de valeur qui vont s'installer là. C'est-à-dire, il y a telle industrie qui produit la matière première, telle autre qui produit peut-être tel produit semi-fini et telle autre qui produit le produit fini. À ce moment, nous allons décoller. Donc, il faut aller vers la transformation de nos produits. Et évidemment, il faut d'abord recenser. Là, il faut recenser dans cette agriculture-là. Nous devons recenser les produits qui tirent rapidement la croissance. Donc, il faut faire un audit des structures qui utilisent déjà ces produits-là pour voir à quel niveau ils se trouvent. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à les renforcer technologiquement pour qu'ils montent en puissance et qu'ils transforment ces produits-là? On parle souvent du bois, on parle souvent du cacao, on parle souvent de l'huile de palme, on parle souvent de la banane, on parle souvent de l'ananas. Vous voyez, je vous en cite beaucoup là. Et évidemment, les structures qui arrivent déjà à produire la matière première, y a-t-il suffisamment? On évalue. Si la matière première est suffisante, ceux qui font la première transformation, est-ce qu'ils sont outillés en ressources humaines et en termes de technologie? C'est pour ça que la SND 30 elle-même parle des ressources humaines, hein, le capital humain. C'est très important parce qu'ils savent que nous avons un déficit à ce niveau-là. Et il faut donc mettre ces entreprises-là à niveau pour les permettre de monter en puissance. Un cas pratique. Je crois que j'ai bien vu dans le secteur du riz, puisque l'État a décidé d'aller frontalement dans la production du riz contre ce riz qui arrive. Le ministère de l'Agriculture, je crois, a doté la SEMRI récemment des nouvelles machines pour pouvoir transformer le riz. 80% du riz du Cameroun était transformé au Nigeria. Est-ce que vous imaginez le nombre d'emplois que nous avons créés au Nigeria de les créer ici? Ils ont été dotés en machines. Parce qu'on a évalué la SEMRI, on s'est rendu compte que la SEMRI, forcément, a été en dessous de la technologie qu'il faut actuellement. Il faut donc relever la technologie de la SEMRI pour qu'elle puisse produire et transformer le riz localement. Ensuite,
c'est pas de la sèmerie des années 60 qu'il faut maintenant, ou 70. C'est une sèmerie légère, capable de s'adapter aux nouvelles technologies et capable de muter rapidement vers d'autres technologies innovantes pour pouvoir s'arrimer au marché en traversant toute la chaîne productive et toute la chaîne de valeur. Ça, c'est un bel exemple de mise à niveau. J'ai aussi vu un autre exemple de mise à niveau dans cette agriculture-là. Le ministère des Pêches et des Industries animales a doté les structures qui produisent du poisson de matériel récemment pour augmenter le niveau de production du poisson. Maintenant, si vous voulez, dans cette production du poisson, il se pose une question. Comment on va prendre ce poisson et l'apporter sur la table du consommateur lorsqu'il est produit? Et là encore, l'État peut faire des négociations entre les entreprises de la chaîne de froid et dire ceci. Voici la production locale, elle est de tant de tonnes. Donc, les importations vont diminuer de temps. Ça, nous pouvons prendre ces décisions-là parce que les règles de l'OMC nous le permettent en tant que pays en développement. À ce moment, on demande à ceux qui sont dans la chaîne de froid de pouvoir prendre ce poisson, de le mettre dans la chaîne de froid à hauteur de notre production pour qu'il arrive au niveau des centres de distribution et pouvoir alimenter la consommation au niveau local. On fait donc monter le système productif agricole en puissance. De toutes les façons, je crois que notre développement passera par là. Parce que c'est là que nous sommes forts. La diversification naturelle de notre économie, dont l'indice est de 69%, ce qui est une très bonne base. Je crois qu'il y a 2 ou 3 pays qui sont en avance sur nous par rapport à cette diversification naturelle. Elle est très forte. Cette diversification a été calculée avec l'African Center for Economic Transformation qui évalue les indices de transformation structurelle des économies camerounaises. Actuellement, nous sommes en train de réviser ces indices-là après 6 ans pour voir exactement où se situe le Cameroun. Donc certainement, d'ici la fin du mois, nous aurons les résultats de cette étude-là qui va nous permettre de savoir quel est l'indice transformationnel de l'économie camerounaise après la mise en œuvre du DSE. Donc l'agriculture, c'est un pilier fondamental. Et les agropoles ont été très bien pensés, on en a parlé tout à l'heure. Les agropoles, c'était le partenariat public-privé pour arriver à faire quoi? À transformer nos matières premières. Donc à créer de petites unités transformatrices, des petites PME avec une certaine technologie pour transformer nos produits issus de l'agriculture. Donc maintenant, il est question d'évaluer ce programme, de voir les structures qui ont pu aller vers cette direction, de les évaluer, de voir quel est leur niveau productif et de voir si on ne peut pas les renforcer en termes technologiques pour qu'ils arrivent maintenant à transformer. C'est vers cette direction qu'il faut aller pour créer donc de la valeur à tous les étages, des emplois derrière ça et bien entendu le bien-être. Est-ce que l'évaluation des responsables des entreprises publiques peut faire avancer les choses? L'évaluation des responsables? Les responsables, les entreprises publiques par exemple. Ceux qui dirigent? Oui. Je ne sais pas comment... Parce que si aujourd'hui, si on prend par exemple, il y a des responsables qui sont performants. C'est le cas du directeur général de la CNPS dont les résultats sont, passez-moi l'expression, stratosphériques. Mais à contrario, on a des entreprises publiques qui, si on s'en tient au dernier rapport du FMI, qui vont au pas de tortue. Mais les responsables en question sont toujours en poste, tout se passe comme si de rien n'était. Au contraire, l'entreprise continue à recruter chaque jour. Vous savez, si vous citez par exemple la CNPS, c'est une entreprise qui fait de l'actuariat. Pour moi, c'est une entreprise qui doit même se situer sur le marché boursier. Il doit encore faire plus de bénéfices. Puisqu'elle collecte l'épargne de la retraite. Et c'est ça. Et aujourd'hui, on appelle ça de l'actuariat. Et normalement, si on était dans des systèmes sophistiqués, là encore, on devrait monter en puissance. Et cet argent-là devrait servir à partir des produits qu'ils utilisent là-bas à financer l'économie nationale. Mais je dis toujours une chose. Nous, on peut regarder ça avec les lunettes extérieures. Mais l'entreprise publique qu'on indexe d'être déficitaire, quel rôle social joue-t-il? Est-ce qu'on sait les missions qui lui sont assignées là-bas à l'intérieur? C'est ça le problème de l'entreprise publique. Un problème politique alors? Vous savez, les choix politiques. Parfois, c'est des excroissances de la politique gouvernementale. Une entreprise publique joue un rôle social. Regardez la Sodécoton. La Sodécoton, elle essaime toute la région du Nord, jusqu'au sport. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend un bout, on analyse sans savoir quels sont les enjeux, peut-être il peut aussi y avoir des entreprises publiques qui ne performent pas. Donc maintenant, ça dépend des missions qu'on leur donne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question de revoir les politiques publiques au niveau décisionnel. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui se marchent dessus là.
Et donc forcément, il va falloir certainement les réduire pour réduire les subventions et rendre ceux qui sont là un peu plus opérationnels. Donc, je ne sais pas à l'aune de quoi je peux juger les dirigeants, mais je sais que les entreprises publiques... C'est pas vous, l'évaluation. C'est le chef de l'État et ses collaborateurs. Du moins, s'il y a une évaluation qui est faite, vous avez pris l'exemple de la Corée tout à l'heure. Vous disiez qu'en Corée, le responsable qui atteint ses résultats, il est upgrade, je crois bien. C'est-à-dire qu'on peut lui proposer quelque chose de mieux. Mais si au Cameroun, il y a également une feuille de route, à l'époque, on n'a pas eu une feuille de route pour les ministres. Malheureusement, je pense que c'est ce n'est pas pour les entreprises. Un concept qui a été rapidement balayé, on n'en parle plus. Si dans les entreprises, on assigne des missions à chaque directeur général et il sait que s'il atteint tel objectif, je peux être à tel niveau. Je pense que c'est là l'objectif par performance, par exemple. Oui, vous savez pourquoi je parle de ça avec aussi, parce que ma thèse de doctorat porte sur ça. Entreprise, transition systémique et profil financier des entreprises publiques camerounaises, publiques et parapubliques camerounaises. Donc, je sais de quoi je parle. Je suis en train de vous dire que les entreprises publiques, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Elles ont un rôle social. Et donc, si on regarde que les résultats, on peut avoir tout fou. On peut aussi regarder les résultats et dire que cette entreprise publique, elle se situe dans un secteur plutôt marchand. Elle n'a pas lieu d'être là-bas. Et donc, elle ne va plus être là. En plus, ces entreprises publiques, est-ce qu'on leur a assigné les objectifs de résultats, c'est-à-dire dégager les bénéfices? C'est la question qu'on se pose. Si on leur assigne un objectif de dégager des bénéfices, oui, à ce moment, on peut commencer à dire, dégage-t-il des bénéfices? Et pourquoi il ne dégage pas des bénéfices? Là, on peut commencer à questionner son management. Mais tant que l'objectif qu'il lui a assigné, la feuille de route, est-ce que vous avez déjà vu une feuille de route où on lui dit que cette entreprise, sa feuille de route à la fin, c'est d'avoir un résultat positif, c'est-à-dire un bénéfice? C'est difficile. C'est pour ça que je dis, de prime abord, il faut les classer. Celles qui sont dans le secteur marchand, oui. Si le rôle, c'est d'aller, et parfois même ils sont dans le secteur marchand, leur rôle, c'est d'aller brouiller les cartes là-bas sur le marché. Vous pouvez prendre Camtel. Si vous prenez le segment commercial Camtel, le segment commercial de Camtel, il est déficitaire. Parce que l'État n'a pas vocation à vendre. Mais la présence de Camtel dans ce segment-là est importante. Parce que sinon, vous laissez le segment aux entreprises privées qui sont en situation de quoi? D'un marché oligopolistique. Ça dit quelques entreprises. Ils font donc des stratégies d'entente à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Des stratégies d'entente, et ils peuvent remonter les prix, et ils peuvent décider ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait quelque chose qui joue là. Du coup, beaucoup peuvent dire, mais supprimez la branche commerciale de Camtel. Mais vous ne savez pas le rôle que cette branche commerciale joue pour que ces entreprises qui peuvent faire la théorie des jeux là et s'entendre pour arriver à détourner le marché à leur profit, et donc, si vous regardez avec les lunettes du déficit ou du bénéfice, vous avez tout faux. D'autres enjeux sont là derrière. C'est pour ça que je dis, une entreprise publique qui est dans le secteur productif, elle n'a pas vocation à rester dans le public pendant longtemps. Dès que l'entreprise est mise en marche, elle décolle, elle va aller vers le privé. Vous parlez de la Corée du Sud tout à l'heure, où je parlais de la Corée du Sud. Mais la plupart des entreprises en Corée du Sud étaient déficitaires. Est-ce que vous savez que, sans publicité, Samsung que nous tous utilisons là, c'est des études que j'ai faites dans ma thèse, Samsung a été déficitaire pendant 20 ans. 20. L'État sud-coréen mettait de l'argent parce que l'État sud-coréen savait là où il voulait amener l'entreprise. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Cette entreprise, on veut l'amener où? 20 ans. Et aujourd'hui, Samsung a des bénéfices qui dépassent le PIB de beaucoup de pays. Est-ce que vous imaginez? Si on avait raisonné comme ça, on aurait supprimé cette entreprise-là avant 20 ans. Elle n'est pas la seule. Vous pouvez prendre d'autres structures industrielles. En Corée du Sud, la plupart ont été étatiques pendant longtemps, 20, 25 ans. Et c'est au bout de 25, 30 ans qu'on a réussi à positionner ces entreprises-là à l'échelle internationale et donc commencer à diversifier les actionnaires et aller vers une situation intéressante. Donc, c'est une situation délicate. C'est bien la SND 30. C'est bien tous les projets qui sont présentés. Mais est-ce qu'on peut parler de la relance économique si on ne réduit pas le train de vie de l'État? On a régulièrement entendu le chef de l'État, l'ancien, même des premiers ministres successifs parler de la réduction du train de vie de l'État, mais on a l'impression que rien ne change. C'est la même chose. D'abord, le gouvernement est encore certains pléthoriques. On a une soixantaine de ministres, alors qu'ailleurs, on est à une vingtaine de ministres. Et au-delà, quand on regarde le train de vie de certains hauts responsables, on est en droit de se demander si on veut vraiment se développer. Tout à l'heure, là, je vous ai dit que nous avons entre nos mains
un instrument, c'est-à-dire la politique budgétaire. Et je vous ai dit que les dépenses de consommation de l'État doivent être réorientées vers les transferts sociaux et vers les subventions. C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire donc que dans le train de vie de l'État, c'est là-bas qu'il faut toucher. C'est le budget de consommation. C'est-à-dire, ce que vous disiez là, que certains vivent bien ou ils ont des finances. Non, ce budget de consommation, dans une situation comme celle-ci, doit être retouché vers des transferts sociaux. Et je vous ai dit que les transferts sociaux, ça touche les populations vulnérables. Et à partir du moment où on leur donne un peu d'argent, ils réinjectent cet argent-là dans l'économie directement. Et ce serait très bien pour la relance de l'économie. Donc, ça fait partie de la réduction du train de vie de l'État. Je n'ai pas voulu le dire ici. Favorable à la réduction du nombre de ministres, alors? Du nombre de ministres? Oui. Bon, c'est pas moi qui fais le gouvernement, hein, donc je n'ai pas les cartes. En tant qu'économiste, je n'abats pas les cartes pour savoir. Là c'est la politique. Et la politique et l'économique vont ensemble. Maintenant, moi je peux voir ça sous l'angle économique. Et je peux dire que c'est inefficace. Et l'angle d'inefficacité économique peut me poser des problèmes d'inefficacité politique. Et là, s'il y a une efficacité politique, il y a un autre souci. Donc là, l'enjeu est vraiment entre les mains de ceux qui maîtrisent bien l'enjeu politique de l'instant et pourquoi on peut le décider ainsi. Là encore, on peut faire des analyses, hein, parce que moi je vois le pays tangue beaucoup là, hein, et avec toutes les situations que nous avons, chaque région revendiquant un peu ceci ou cela. Donc économiquement, on peut se dire que c'est ça. Mais politiquement, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Pour ça, dites-nous, lors de son dernier discours à la nation, le chef de l'État camerounais a parlé à la diaspora camerounaise. Il a dit, et je le cite, « Allez conquérir le monde et venez développer notre pays, le Cameroun. » Quel rôle la diaspora de notre pays peut jouer pour contribuer à développer le Cameroun? Vous savez, aucun pays au monde, je dis bien aucun, n'essaie de développer sans sa diaspora. Comme d'habitude, je ne parle pas de la diaspora forcément qui va chercher de la pitance de l'autre côté. Mais la diaspora camerounaise est très outillée. Il est reconnu lorsque nous sommes à l'étranger que les Camerounais aiment faire, je cite, aiment faire l'école. Voilà ce qui se dit. Et généralement quand vous arrivez dans la plupart des pays européens maintenant ou d'Amérique, vous avez les Camerounais. Il y a au moins un Camerounais dans au moins chaque grande école de ce pays-là. Quand je dis grande école, c'est-à-dire les écoles qui structurent les hauts fonctionnaires de ces pays et les hauts industriels de ces pays-là. Il y a au moins un Camerounais là. Un, au moins. Et donc, c'est paradoxal. Parce que nous voulons faire la transformation structurelle. Mais il nous faut un capital humain critique, dont les ressources humaines en abondance pour réussir la transformation de nos matières premières. Il nous faut ce capital humain-là. Et donc, forcément, il nous faut un capital humain, d'abord, qui peut utiliser les nouvelles technologies à bon escient. Il nous faut un capital humain qui peut faire fi de ces nouvelles technologies, d'innover sur d'autres technologies. Il nous faut un capital humain qui peut innover. Il nous faut un capital humain susceptible de faire le transfert de technologie. Nous avons nos enfants qui ont été financés parfois par l'État à coup de bourse, qui sont là-bas. Certains veulent revenir. Je parle de ça parce que moi j'ai été longtemps dans la diaspora. Et donc, je sais comment je suis revenu ici. On a envoyé à l'époque les missions, les recteurs venaient en mission nous expliquer qu'il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre. C'est peut-être difficile au départ, mais après nous allons voir. Ils sont venus, nous ont expliqué, rien que cette psychologie-là nous a fait revenir un certain nombre. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et nous travaillons pour que notre pays puisse se développer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc ces gens capables de nous faire ce transfert de technologie pour réussir la transformation structurelle. Et je vais vous dire, à partir d'un certain âge, 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est l'âge où certains là-bas ont déjà accumulé. Beaucoup. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, ils ont accumulé. Et ils veulent qui? Venir construire une petite industrie, qui? Venir créer une structure. Moi j'ai des amis, il y a même un qui est là actuellement, un grand patron, là-bas, il est ici actuellement. Il est venu parce qu'il a envie de créer une structure ici. Et donc,
Est-ce que c'est facile? Parce que c'est là également le problème. Il y a de nombreux Camerounais qui sont à l'étranger, qui veulent venir investir au Cameroun, mais parfois ils font face à de nombreuses difficultés qui sont liées à la gouvernance, à la corruption de certains responsables. C'est ça que j'appelle effrayer la diaspora. Donc il faut arrêter de les effrayer. C'est-à-dire quand ils arrivent à l'aéroport, le policier les effraie, le douanier effraie, et quand ils vont entrer dans l'administration, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas du tout Camerounais, ils ne comprennent rien. Non. La Corée du Sud, l'Inde, aujourd'hui, pourquoi l'Inde nous produit tous les logiciels informatiques? Pourquoi l'Inde est le pays où on va produire les médicaments maintenant? Mais c'est parce qu'ils ont mis une politique de retour de la diaspora. Tous les pays d'Asie du Sud-Est ont mis des politiques de retour de la diaspora pour que la diaspora vienne non seulement travailler localement, mais investir de l'argent. Donc, finalement, si vous voulez, moi je vous donne mon point de vue en termes de proposition à ce niveau-là. Nous devons créer des zones économiques prioritaires. Ça veut dire quoi? Pour la diaspora, ça veut dire que on peut se dire que le bassin industriel du Cameroun, c'est Limbé, Douala et Deya-Kribi. Voilà le bassin. On se dit donc on va trouver un espace peut-être, je ne sais pas de combien de mètres carrés à Dibombari. On crée une zone économique prioritaire là. L'État va trouver les moyens pour régler les problèmes fonciers. On dit à tous ceux de la diaspora qui veulent investir dans l'industrie légère, lourde, voici l'espace où vous pouvez vous installer avec des avantages fiscaux. Ils vont apporter des financements. On facilite l'arrivée de ces financements et les avantages fiscaux pour qu'ils puissent monter ces industries-là et créer des emplois. Ça, pour l'industrie, on peut le faire. Maintenant, les nouvelles technologies, on peut se dire, ah, la Silicon Valley du Cameroun, c'est à Buea. On cherche une zone prioritaire là-bas. On crée un espace où on demande à la diaspora, ceux qui veulent, voilà, vous venez ici. Ça permettra de contrôler même ce qu'ils font. Ça permettra que eux, s'ils viennent et qu'ils puissent installer ces industries et faire le mouvement des va-et-vient, aller et venir. Et surtout, nous ramener aussi ce transfert de technologie. Il y en a beaucoup. Et vous pouvez encore prendre ceux qui veulent faire dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire, où ils peuvent s'installer. Donc il faut créer ces zones prioritaires-là. Il faut créer des parcs technologiques. Ça c'est des parcs d'affaires. Il faut mettre tout ça en place. Et l'objectif principal, c'est faire quoi? D'attirer la diaspora. Parce que si cette diaspora vient avec l'énorme financement qu'ils ont, je peux vous dire que quand j'ai fini de soutenir ma thèse, je suis parti faire un tour dans le pays de l'oncle Sam pour essayer d'apprendre l'anglais. Je suis arrivé dans la ville de Houston, il y avait 2500 Camerounais. 2500. En 1999-2000. Et parmi les 2500, une bonne partie, et des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, ils avaient des hauts postes et ils avaient de l'argent. Mais entre leurs obligations là-bas et le chemin du retour, où ils sentent que s'ils viennent pour une semaine, ils ne pourront rien faire parce qu'il y a les tracasseries que vous avez évoquées, ils mettent les freins, ils ne viennent pas. Donc il faut toute une politique qui va faire que la diaspora revienne. Et là, nous avons une niche de financement importante. Nous avons une niche de financement importante pour développer, pour aller vers la transformation structurelle. Parce que si on s'attarde sur l'efficacité budgétaire, ouais. Si on s'attend sur l'endettement, on va revenir à nos débats et dire que voici. Mais là, il y a une niche de financement. Est-ce qu'on peut compter sur la diaspora si la question de la double nationalité n'a pas encore été résolue? Parce qu'aujourd'hui, le Camerounais qui est basé en France depuis 10 ans, il est français, il me semble bien. Pour venir au Cameroun, il faut qu'il prenne un visa. Et c'est le premier frein qu'il faut peut-être lever. Je crois que c'est un frein qui est acté, mais à quel moment il sera levé? Je crois que c'est acté qu'il sera levé. J'ai cru entendre l'honorable Louis-Henri Ngacha expliquer que tout est prêt et que c'est quelque chose qui va être réglé. Donc à partir du moment où on nous dit que ça va être réglé, je crois que dans la mise en œuvre de la SND 30 là, ça va couler de source et permettre qu'il y ait ce va-et-vient. Hein, ce flux de va-et-vient entre cette diaspora qui a des moyens de pouvoir investir et puis la libre circulation pour qu'ils puissent continuer à aller là-bas. Vous savez, quand on est là-bas, on fait en même temps le relais. C'est-à-dire nos enfants qui sont ici, on peut les tirer facilement là-bas lorsqu'on a déjà des projets ici. Ils peuvent donc insérer dans des projets ici pour aller boucler des études et revenir. Là aussi, il faut arrêter la fuite des cerveaux, surtout de nos ingénieurs là, les polytechniciens là, qu'ils arrêtent de partir. Parce que s'ils partent tous, je ne sais pas qui va faire la transformation structurelle. Il faut qu'ils restent là. Il faut donc une politique qui consiste à les faire rester ici. Est-ce que vous savez que l'école polytechnique de Yaoundé 2 a la certification des écoles d'ingénieurs françaises? Est-ce que vous savez que l'école polytechnique a signé des conventions avec Polytechnique Paris? Et donc les meilleurs, ils partent
ils vont faire des masters là-bas, ils vont faire des doctorats là-bas. Et quand vous avez mis les pieds à Polytechnique Paris, vous êtes quelqu'un qui est bon pour l'emploi, pour les entreprises du 440. D'accord. Il nous reste 3 minutes à passer ensemble. Si cela vous convient, on va parler d'une actualité, une seule. Le Covid qui a d'ailleurs un lien avec l'économie. Quelle peut être la conséquence du scandale actuel, ce que la presse a appelé le Covid-Gate sur l'économie camerounaise, et au-delà, puisqu'il nous reste très peu de temps, des sources concordantes évoquent la date du 21 juin, qui est c'est ce jour-là que le FMI va rendre public, si oui ou non, elle accorde une autre enveloppe au Cameroun dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quelle peut être la suite de la lutte contre cette pandémie au Cameroun après le scandale qu'on a connu? Bon, attendons, c'est peut-être que le scandale soit encore bien élucidé, parce qu'il n'est pas totalement élucidé, mais il faut qu'on comprenne très bien. L'argent qu'on nous a donné pour gérer cette situation-là, c'est notre quote-part qui est au Fonds monétaire international. C'est-à-dire, c'est notre argent qui était là-bas. Et cet argent, il est prévu que lorsqu'il y a des situations très difficiles, qu'on vous envoie cet argent-là. Et c'est le cas dont la pandémie arrive, on ferme toutes les frontières, on demande à tout le monde de rester sur place. Plus personne ne bouge. Ces fonds servent donc à des situations comme celle-là. Elles nous sont rétrocédées pour pouvoir gérer la pandémie. Bon, maintenant, nous appelons ça au Cameroun Covid-Gate. Mais comme je l'entends aussi, moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de pouvoir juger. Je lis la presse, j'écoute les journaux, j'entends ceci, j'entends cela. Il n'y a pas d'éléments probants qui me permettent d'aller aux conclusions ou de dire qu'il y a forcément le Covid-Gate. Et il y a quelque chose quand même que j'aimerais dire. Des situations comme ça, elles peuvent exister. Mais je vois qu'en travaillant moi-même dans l'administration, je me rends compte qu'on accuse très vite ici. On accuse très vite aussi. On va vite à besoin. Oui, on accuse très vite certains responsables, très facilement, sans savoir quelle est la situation exacte de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour cela que parfois tout ça fait pchit au sortir. Et on dit, on ne les a pas condamnés, ils sont toujours tous là. Et donc, nous tous nous spéculons sur un rapport que nous avons vu. Je crois que c'est exactement ça. Mais est-ce que vous comprenez, tout à l'heure on parle des entreprises camerounaises, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y ait des entreprises qui gagnent des marchés, une seule entreprise près de 24 milliards de francs CFA, parfois des entreprises qui ne sont pas connues du public, alors qu'il y a quand même des patronats au Cameroun, il y a le MECAM, il y a le JICAM, avec des entreprises qui sont connues, mais quand on parle des marchés, notamment liés au Covid, on connaît très peu d'entreprises qui ont gagné des marchés. C'est la question que je posais tout à l'heure, avec la libéralisation. Qu'est-ce qui fait que chaque responsable puisse lui-même passer forcément les marchés là où il a la responsabilité, que ce soit les marchés d'investissement ou de consommation, parfois avec des sommes faramineuses. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la libéralisation de l'économie? Je veux comprendre. Imaginez, Monsieur Obama, on peut vous donner un ministère là. Certes, vous avez la technostructure qui est là. Tout d'un coup, vous allez devenir ingénieux pour comprendre la mécanique du fonctionnement de ce ministère-là pour passer des marchés d'un montant faramineux. Il faut d'abord comprendre comment on passe ces marchés-là. C'est des choses complexes. Et donc, je me pose des questions. Et vous voyez très bien aujourd'hui, moi j'ai grandi, j'ai pas trop entendu qu'il y avait autant de fautes de gestion, Pourquoi aujourd'hui la faute de gestion? Le monde a évolué, certes. On a libéralisé en disant, il faut des petites PME, il faut des structures qui puissent gagner des marchés pour qu'elles puissent se structurer. Et forcément, donc, les responsables eux-mêmes arrivent à passer. C'est une mécanique qui me dépasse et que j'interroge. Et je me rends compte que cette mécanique-là n'est pas forcément efficace. Parfois, même elle perd le temps aux responsables. C'est-à-dire le responsable, lui, qui doit plutôt s'occuper des axes de son département ministériel ou de sa société ou de son université, il est plutôt dans les axes d'investissement complexes, parfois qu'il ne maîtrise même pas, puisque c'est même pas dans son ressort. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Obama, si on vous dit, vous avez tel ministère, et on vous dit ceci, vous allez passer les marchés pour la construction d'un immeuble, je ne sais pas, de 100 milliards ou de 100 millions. Vous connaissez les tenants et les aboutissants de la passation des marchés? Il faut d'abord que vous-même responsables, vous soyez formés, que vous compreniez. Donc, je me pose encore des questions. La libéralisation, là, aussi fait des choses et nous tous nous devons rentrer à l'école pour apprendre. Et donc, c'est peut-être la conclusion que moi je peux tirer sur ça. Apprendre comment on passe ces marchés-là, apprendre comment on gère tout ça, même s'il y avait une situation d'urgence. C'est pour cela que c'est une situation qui interpelle tout le monde.
Professeur, on va vous remercier d'avoir été avec nous pendant 90 minutes. Vous nous rappelez le titre de l'ouvrage qui sort très bientôt. État développementiste camerounais versus État développementiste sud-coréen. Comment réussir la transformation structurelle? Le livre sera disponible quand? Il sera disponible d'ici la rentrée de septembre. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste de formation. Vous êtes chef de département de l'économie internationale et du développement à l'université de Yaoundé 2 à Soie. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, professeur. On prend du plaisir à vous écouter. Parfois, quand je fais une émission avec vous, c'est pas la première fois. J'ai bien envie d'être à la maison, coucher sur mon canapé pour vous écouter, tellement vous dégagez une intelligence qui est pétillante. On vous remercie infiniment, professeur, d'avoir été avec nous et on espère qu'on vous aura encore chaque fois qu'on vous sollicitera. Est-ce que vous avez un dernier mot, professeur? Je ne peux que souhaiter le meilleur pour le Cameroun et je dis à nos gouvernants que l'Université de Yaoundé 2 a continué à travailler et l'ouvrage qui va sortir là a beaucoup de solutions au niveau institutionnel, au niveau de la politique budgétaire, au niveau du capital humain et au niveau industriel. J'espère que le professeur Ngouatabi sera invité au SAGO qui démarre en juillet prochain ici à Yaoundé, puisque le fil conducteur du SAGO cette année sera donc la SND 30. Ce sera une occasion d'expliquer aux compatriotes ce que c'est, surtout que les débats du SAGO seront diffusés en direct et en intégralité sur BNews 1. Mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette première sortie d'Obama Time cette semaine. On dit infiniment merci à toute l'équipe de production. On se retrouve demain à la même heure sur les mêmes antennes. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.